Et donc la question c'était, est-ce qu'en première intention, vous choisissez les corticoïdes ou pas? C'est-à-dire corticoïdes ou anti-VEGF en première intention dans l'OMD. Donc moi je faisais oui pour les corticoïdes, et puis finalement Élise tu devais faire plutôt contre les corticoïdes, et finalement c'est plutôt pour les anti-VEGF que tu vas faire. Voilà. Donc ici mes liens d'intérêt, à gauche pour les corticoïdes, à droite pour les anti-VEGF, donc j'ai des liens pour les deux. Et c'est évident qu'on va faire un battle un petit peu, donc on va exagérer des choses, on va caricaturer, et donc comme toute caricature, bien sûr, ça peut être un peu exagéré. Alors moi je vous propose de comprendre pourquoi il faut mieux utiliser les corticoïdes sur 3 plans. L'efficacité, on va parler de durabilité aussi, et on va parler de tolérance. Alors l'efficacité, en fait on a des études comparatives, implants d'hexaméthasone et anti-VEGF, ce sont les études de Major et Bevordex. Et ces études comparatives interventionnelles ont montré que la dexaméthasone était non inférieure en fonction et en anatomie à l'anti-VEGF à 1 et 2 ans. Avec un moins d'injections pour les stéroïdes étaient plus efficaces pour la résorption des exudates secs, au moins 1 an. Mais c'est sûr, il y a le problème potentiellement de la cataracte et de l'hypertonie avec les stéroïdes. Néanmoins, on a des études de vraie vie, 2 que j'ai coordonnées, sur en fait l'utilisation des stéroïdes, l'utilisation des anti-VEGF, et les 2 sur des études observationnelles de vraie vie. Ici, vous avez 85 études observationnelles de vraie vie, montrent, vous avez le seuil des gains de 5 lettres, montre qu'en vraie vie, vous avez quand même avec les stéroïdes de meilleurs résultats qu'avec les anti-VEGF. Alors certes, parce qu'on n'injecte pas assez anti-VEGF, mais néanmoins, sur 85 papiers de la littérature, vous obtenez des gains supérieurs en vraie vie avec les stéroïdes dans l'OMD. Alors, on a également plus de mauvais et non répondeurs avec les anti-VEGF. Avec les anti-VEGF, vous avez à peu près 1/3 de vos patients diabétiques qui vont être des mauvais répondeurs aux anti-VEGF, aussi bien en fonction qu'en anatomie. Alors qu'avec les stéroïdes, on est à peu près à 1/6. Et pourquoi? Parce qu'on a montré que dans l'humeur aqueuse, et il y avait une relation avec l'humeur vitrée, en fait, on a des patients OMD qui ont un taux de VEGF normal. Et c'est à peu près 30% des patients. Et c'est évident que si le taux de VEGF est normal, ils ne répondront pas bien aux anti-VEGF. Évident, pas évident? Oui, c'est évident. À droite, 2 études qui le montrent. Ils montrent que les patients qui ont un taux de VEGF normal sont des patients qui répondent mal ou qui répondent très lentement aux anti-VEGF. Donc de toute façon, vous aurez à peu près 1/3 de vos patients qui répondront mal aux anti-VEGF parce que leur taux de VEGF normal est normal. Après, il faut savoir que les stéroïdes s'attaquent vraiment à la nature multifactorielle de l'OMD. C'est-à-dire qu'il y a le VEGF qui peut être élevé pour 2/3 des patients, mais il y a aussi beaucoup de phénomènes inflammatoires dans l'OMD. Et donc moi j'aime bien dire que les stéroïdes, c'est vraiment le couteau suisse du rétinologue, puisqu'on va agir avec les stéroïdes aussi bien sur les marqueurs inflammatoires que sur le VEGF aussi. Si vous regardez bien, le petit p est significatif sur le VEGF. Donc les stéroïdes diminuent le VEGF, mais pas autant qu'un anti-VEGF, bien sûr. Après, elle va dire, je pense, Élise, oui, mais vous savez, avec l'Ozurdex, ça a été étudié dans le protocole U, l'Ozurdex, ça assèche très bien, mais ça n'améliore pas la vision. Tu vas le dire, Élise? Tu vas pas le dire, on va voir si elle va le dire. Mais si elle le dit, c'est faux en fait, c'est très biaisé ça. Parce que dans le protocole U, en effet, vous avez en haut à gauche une division de l'anatomie, et sur la vision, c'est pareil. Mais en fait, il faut savoir que le protocole U a été designé au départ pour des patients pseudo-FAC. Et vous voyez, il y a eu un changement au cours du protocole U, et ils ont mis aussi les patients FAC. Et dans les patients FAC, il y a la cataracte qui va se développer. Et donc, si on regarde les patients pseudo-FAC, le groupe des patients pseudo-FAC, avec le Zurdex, on faisait mieux aussi en vision. Mais ce n'était pas significatif, puisqu'il n'y avait pas assez de patients pseudo-FAC, pas significatif, puisque l'étude a été calculée en nombre de patients pour tout en pseudo-FAC, et tout n'a pas été mis en pseudo-FAC. Ça, c'est pour l'efficacité. La durabilité. Alors, la durabilité. Elle va me dire, eh ben oui, mais on a les nouveaux anti-VEGF avec une durabilité plus longue. Et en effet, on a avec le Brolu 25% des patients qui sont en Q16 ou plus, 62% avec le Fari qui sont en Q16 ou plus, et 87% avec la FLI qui sont en Q16 ou plus. Super, super tôt. C'est sûr, par rapport aux anciens anti-VEGF, c'est super. Mais avec le Dexa et même l'Iluvien, on est encore mieux. C'est-à-dire qu'en vraie vie, on est entre Q16 et Q26 en vie réelle, et avec l'Iluvien, je vous rappelle qu'on est en Q156. Donc d'accord, on a 30% de traitement additionnel, mais on est quand même en Q156. Donc la durabilité, de toute manière, reste la plus longue pour les stéroïdes. Après, elle va me dire, oui, mais avec les anti-VEGF, on arrive à diminuer le nombre d'injections dans le temps. Et en effet, dans les protocoles I, vous avez à peu près la moitié des patients à 4 et à 5 ans qui ne reçoivent plus d'anti-VEGF. Ça veut dire aussi que l'autre moitié reçoit encore des anti-VEGF. Mais finalement, cette diminution du nombre d'injections dans le temps avec les anti-VEGF, vous l'avez aussi avec les stéroïdes.
Vous l'avez aussi bien dans l'étude RELDEX, qui est une étude observationnelle lyonnaise, que dans l'étude MIT, qui est l'étude pivotale. Et puis, elle va me dire, oui, mais avec les anti-VEGF, j'améliore la classification de la rétinopathie diabétique périphérique. Oui, c'est connu pour les anti-VEGF. Mais Élise, ça existe aussi pour l'implant de dexaméthasone. Dans l'étude MIT pivotale, 44% d'amélioration de 2 stades avec le dexaméthasone. Dans l'étude OZLAS BJO 2015, 35% d'amélioration. Et maintenant, je reviens sur le protocole I. Le protocole I, on a une amélioration de 2 stades de 2 stades dans la classification de la rétinopathie diabétique dans 25% des cas dans le groupe RANI avec 9 injections. Est-ce que tu te souviens le pourcentage avec la triamcinolone? 25% aussi avec 3 injections. Avec moins d'injections, là encore. Alors parlons maintenant de la tolérance. Bon, la tolérance. Alors la tolérance, oui, il y a un risque d'hypertonie chronique avec le Zurdex, on le sait. Mais ce risque, premièrement, il est rare. 20% maximum en OMD. Il est prévisible, c'est-à-dire que 97% des patients... oui, prévisible, c'est-à-dire qu'on va l'obtenir dans 97% des cas après dans les 4 premières injections. Donc on va savoir assez vite. Il est maîtrisable parce que 97% de ces hypertoniques sont contrôlés par des collyres uniquement. Et puis enfin, il est transitoire. On n'a pas de glaucome cortisonné induit qui est rapporté. Ouais, mais le risque existe aussi avec les anti-VEGF d'hypertonie. On n'en parle pas trop, mais si. Elle dit, oh, mais si. Le risque d'hypertonie chronique avec les anti-VEGF, Élise, c'est l'hypertonie chronique iatrogène. Elle est rapportée depuis 2010. Ça fait 14 ans qu'on la connaît. Après une année d'anti-VEGF, dans les études du DSCRNet, on a 5 à 10%. C'est un risque relatif de 3. Donc je vous ai davantage sur les antécédents de glaucome. J'arrive, je me dépêche. Elle a peur maintenant, je me dépêche. Je vous invite, vos patients DMLA et OMD, à prendre régulièrement la PIO d'ailleurs. La PIO en moyenne, elle monte à 28-30, donc elle est à rechercher. La réversibilité est mal évaluée dans la littérature. Il y a différents facteurs de risque, je vous les épargne. Mais aussi, on a un risque d'hypertonie aiguë, immédiate avec les anti-VEGF. Parce qu'avec les anti-VEGF, vous injectez 50 microlitres. Alors quel est le Zurdex? C'est 1 microlitre. L'Illuvien, c'est 0,4 microlitres. Donc on n'a jamais d'hypertonie aiguë. Cette hypertonie aiguë, ça monte jusqu'à 46 mm de mercure en moyenne à 1 minute. Professeur Elchab l'avait bien démontré dans son étude. La question, c'est est-ce que ces pics répétés d'hypertonie aiguë que vous avez à 1 minute ne sont pas délétères pour le nerf optique? Mais aussi, on a un risque inflammatoire. Avec les anti-VEGF, je vous l'épargne, mais on l'a. Donc, quid du risque d'endophthalmie? On vous a dit ce matin, il est plus avec les stéroïdes. Bon, c'est pas sûr du tout. On vous a montré une enquête de la Sécurité sociale. Ce matin, ce n'était pas une vraie étude. Clairement, ce risque, il est lié au nombre d'injections. Or, avec les stéroïdes, on a 3 fois moins d'injections, aussi bien dans les études interventionnelles que dans les études observationnelles. Donc, en conclusion, il n'y a pas de risque accru d'endophthalmie au niveau du patient, puisqu'il reçoit 3 fois moins d'injections, même si le risque était peut-être 3 fois plus supérieur, j'en suis pas persuadé. En tout cas, plus on injecte, plus il y a un risque d'endophthalmie. Et puis, dernier argument, c'est la France qui est en crise économique. Hein. Vous le savez, il y a un véritable souci. Et donc, la DEX, quand même, a un ratio coût-efficacité favorable et meilleur pour la société, mais aussi pour les payeurs. En France, vous voyez, le gros, bien sûr, du marché, c'est l'anti-VEGF, on le sait tous. Moi, j'ai le sujet le plus difficile de défendre la cortisone par rapport à l'anti-VEGF. Mais 95,5% des injections en France, c'est les anti-VEGF. Les corticoïdes, c'est 4,5%, donc c'est pas beaucoup. Néanmoins, sachez que les Américains choisissent beaucoup par rapport au coût, à la volonté des assurances et à leurs bénéfices aussi. Donc ça influence beaucoup. Donc pour finir, les stéroïdes en première intention dans l'OMD, oui, pour l'efficacité est équivalente à les anti-VEGF dans les études interventionnelles, l'efficacité est meilleure que les anti-VEGF dans les études observationnelles, 2 fois moins de mauvais répondeurs et de non-répondeurs avec les stéroïdes. Et les stéroïdes assèchent très bien, mais ils n'améliorent pas la vision. Quand on vous dit ça, c'est biaisé, vous l'avez compris. La durabilité, elle reste la plus longue pour les stéroïdes. On diminue le nombre d'injections dans le temps avec les stéroïdes aussi. On améliore la classification de la rétinopathie diabétique avec les stéroïdes aussi. Le risque d'hypertonie chronique avec les stéroïdes, il existe bien sûr, mais aussi avec les anti-VEGF, sachez-le. Le risque d'hypertonie aiguë immédiate, c'est que avec les anti-VEGF. Le risque inflammatoire, il existe avec les nouveaux anti-VEGF seulement. Pas de risque accru d'endophthalmie au niveau du patient avec les stéroïdes. Et le coût médico-économique est bien sûr en faveur des stéroïdes. Donc comme toujours, je vous ai dit, hein, le gros du marché, c'est les anti-VEGF. Mais la raison du plus fort est toujours la meilleure, dit-on. Mais ce n'est pas vrai. Vous voyez, on peut résister. Ce n'est pas toujours le plus fort. Et donc moi, je vous invite quand même à voter oui pour les stéroïdes. Voilà, Laurent contre Élise. Pour finir, je vous invite. Alors on fait des EPI inflammation, on a la RCP inflammation que Barham coordonne de façon de maître
Et la Croix-Rousse l'aide un tout petit peu pour ça. Donc on le fait à peu près tous les 1 mois et demi. Donc je vous invite, j'ai pas le petit, mais vous pouvez écrire soit à moi, soit à Baram, on vous donnera les prochaines dates. Je fais des EPU inflammation tous les 2 mois à Lyon depuis 17 ans. Hein. Ça fait beaucoup de PU, mais vous avez le programme ici. C'est Laboratoire Théa qui sponsorise l'emailing list uniquement. Et puis vous avez le congrès LOR le 4, 5, 6 décembre 2025. Je vous invite à venir à Lyon. Merci. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation de la dernière image. Moi, j'ai eu plutôt l'impression d'avoir la diatribe de l'avocat expérimenté. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être la jeune avocate qui va défendre, par contre, le dossier le plus solide. Et d'ailleurs, parfois, pour défendre ses idées, on n'a pas besoin de détruire celles des autres. La preuve de l'efficacité de son médicament est largement suffisante pour cela. Donc moi, je vais vous défendre l'anti-VEGF en première ligne. Donc ça ne va pas m'intéresser finalement s'il y a un peu plus de non-répondeurs dans l'un ou dans l'autre, vu qu'on est en première intention. Donc vous savez qu'aujourd'hui, pour traiter un œdème maculaire diabétique, d'abord, il faut bien le phénotyper à la fois l'œdème, évaluer la rétinopathie diabétique périphérique et phénotyper le patient. Donc on peut utiliser l'angiographie. Il y a des arbres décisionnels qui ont été faits par des groupes experts, dont mon concurrent aujourd'hui, qui propose en effet l'implant d'hexaméthasone dans le cas où le patient est pseudophague, vitrectomisé, qu'il n'a pas de glaucome, ou au cas où il a des contre-indications cardiovasculaires. Mais finalement, l'anti-VEGF, à part si il a eu un AVC dans les 3 mois ou si c'est une femme enceinte, on peut le mettre quasiment dans tous les cas. Alors pourquoi choisir les anti-VEGF en première intention? D'abord, c'est un traitement efficace. Le suivi est plus espacé avec les anti-VEGF de 2e génération. Le schéma Tritanexten limite les fluctuations, donc Audrey vient d'en parler, c'est très bien. Ça contrôle la rétinopathie diabétique périphérique. On préserve le cristallin le plus longtemps possible. Il n'y a pas de risque d'hypertonie cortico-induite autant qu'avec l'Ozurdex. Et l'injection est peut-être un peu moins douloureuse. Donc alors, en termes d'efficacité, donc, les anti-VEGF de première génération ont montré dans leurs différentes études une bonne amélioration de l'acuité visuelle, identique avec les 3 molécules dans l'œdème maculaire diabétique. C'était le protocole T, et avec une meilleure efficacité de l'aflibercept pour les œdèmes sévères. Donc finalement, ça ne marche pas trop mal. Puis si on regarde les autres molécules, on voit qu'en effet, le traitement d'attaque est un peu plus lourd. Si c'est des injections mensuelles pendant 5 mois, puis après on espace progressivement, mais on a toutefois des bonnes récupérations visuelles, des bons gains d'acuité visuelle. Et si on regarde dans le protocole T à 5 ans, on voit que finalement, il y a quand même un pourcentage, quasiment la moitié des patients, qui a une bonne acuité visuelle à l'issue des 5 ans, et une proportion de 30% des patients qui ont plus d'injections au bout de quelques années. Donc en fait, ça marche aussi dans le temps. Donc si on réfléchit maintenant avec les nouveaux anti-VEGF à cette nouvelle arbre décisionnelle proposée, où finalement, là, on oublie la périphérie rétinienne, hop, on prend le statut cristallinien seulement si finalement c'est peut-être pas le sujet le principal, et surtout la disponibilité du patient. Alors c'est sûr que si le patient n'est pas très observant, on va dire l'Ozurdex ça fait mieux, mais avec les nouveaux anti-VEGF, franchement, je pense qu'on les voit encore moins souvent. Donc si on regarde les nouveaux anti-VEGF, brolucizumab, les études pivotables de phase 3 et donc Kite et Kestrel, on voit qu'après une phase d'induction toutes les 6 semaines, et pas tous les mois, on a quand même une proportion de 40 à environ 40% des patients, un peu plus, qui ont besoin d'injection toutes les 12 semaines. Quand on regarde les résultats du faricimab, là les résultats sont encore meilleurs en termes de durabilité. On a quand même 60% des patients qui atteignent Q12, Q16. Donc finalement, l'Ozurdex, c'est tous les 4 mois, je crois. Et si on regarde Photon, donc avec la molécule qui arrive, l'aflibercept 8 mg, finalement, on ne fait que 3 injections initiales, pas 6. Donc ça réduit quand même le poids pour les patients. Et on arrive avec des bons résultats d'acuité visuelle, avec peu de fluctuations. Et on a quand même 92% des patients qui dépassent Q12 et même dans la partie qui est dans le groupe qui a été étendu directement, un pourcentage de patients qui atteint Q16 de 88%. C'est quand même pas mal. On n'a pas besoin de les voir entre-temps. C'est assez cool, ça. L'effet sur la périphérie rétinienne.
Donc, en effet, hein, les anti-VEGF ont été évalués pour le traitement de la périphérie rétinienne. Et dans cette étude, le risque d'évoluer vers une rétinopathie diabétique proliférante sans traitement était de l'ordre de 20%, ce qui est probablement un peu surestimé, et diminuait drastiquement avec l'utilisation des anti-VEGF. Bon, bien sûr, l'amélioration de la rétinopathie diabétique c'est très bien sur les images, on voit la disparition des hémorragies. On évite probablement des proliférations excessives, mais on ne va pas guérir le degré d'ischémie rétinienne. Donc c'est un effet suspensif, c'est vrai que ça évite de faire une rétinopathie diabétique proliférante, ça évite de laisser évoluer les choses. Donc la surveillance de la rétinopathie diabétique périphérique, elle est quand même beaucoup plus sereine quand on traite avec un anti-VEGF qu'avec un Ozurdex. Enfin, en termes d'efficacité et de safety, alors il y a aussi d'autres études conduites plutôt sur des populations japonaises qui comparent la dexaméthasone et les anti-VEGF. Alors là, c'était le ranibizumab et le bevacizumab. Il y avait une petite différence en faveur de la dexaméthasone avec une différence de 4 à 7 lettres. Cliniquement, c'est une ligne, c'est pas rien. En termes d'épaisseur maculaire centrale, il n'y avait pas de différence avec le ranibizumab dans l'œdème maculaire diabétique. Et les résultats étaient surtout significatifs les 6 premiers mois, mais pas au-delà. Donc c'est vrai qu'en phase d'attaque, la dexaméthasone fait peut-être un peu mieux. Par contre, il y avait des HTO plus fréquentes avec le dex implant. Donc, bon, quand même, pour l'HTO, après dex implant, il y a une étude Cefodex qui montre qu'en effet, on va avoir une grande majorité des hypertonies qui vont se déclarer après la première injection, mais on peut aussi en avoir à la troisième. La troisième, c'est toutefois 1 an de traitement. C'est des hypertonies définies par une tension supérieure à 25 mm ou plus de 10 mm de mercure. C'est pas rien chez un patient qui peut avoir un nerf optique fragile. Donc finalement, il y a 2/3 des patients qui ne vont pas faire d'HTO, mais on va les voir entre 1 et 2 mois. Donc la surveillance de la pression, on va devoir la faire à M1, idéalement. À J7 aussi, ça peut être pas mal, mais bon, à M2, à M4, pour voir si elle est résiduelle. Et on va toujours vérifier. On peut espacer après 2 IVT, la surveillance, mais il va falloir à chaque fois surveiller le RNFL et le champ visuel. Donc en termes de morbidité induite et d'examen pour le patient, c'est quand même un peu moins sympa. Et puis quand même, si on parle avec les glaucomatologues, dans 5% des cas, l'HTO, elle persiste aussi avec le dex implant. Surtout quand on décide de switcher au bout de 2 ou 3 injections à un iluvien, là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Et il faut quand même continuer à surveiller la rétinopathie diabétique. Donc résultat, on les voit tous les 2 mois, les patients. Donc en bon de transport, ça coûte aussi cher qu'en anti-VEGF. Bien sûr, on va contre-indiquer le dex implant dans le glaucome évolutif. Ça reste à déterminer. Est-ce qu'on a suffisamment de recul? Est-ce qu'on arrive suffisamment bien à évaluer le nerf optique du patient diabétique dès lors qu'il a un œdème? Le champ visuel n'est pas très fiable. S'il a une PPR, on va le voir après. Donc s'il y a une menace du point de fixation, bien sûr, on n'y va pas. Si l'HTO est non contrôlé, ça va dépendre en fonction de si on a des liens d'intérêt avec AbbVie. On va éviter, on peut éviter quand même s'il y a déjà 2 ou 3 traitements, si on sait que le patient est corticorépondeur ou s'il y a une rétinopathie diabétique active. On sait en effet que les patients diabétiques, ils ont déjà un degré de neurodégénérescence rétinienne et ils ont un nerf optique quand même beaucoup plus fragile que le patient qui est non diabétique et ont une altération des GCC du champ visuel qui peut être inhérente à la pathologie. Donc les recommandations aujourd'hui en termes de prévention de l'HTO post-IVT, c'est l'utilisation dans les anti-VEGF uniquement chez les patients glaucomateux de faire une prévention de l'HTO, alors que pour l'HTO retardé des IVT de corticoïdes, quand même, il y a un traitement médical prophylactique d'une durée de 3 mois. Donc si on traite à vie ces patients, en tout cas pas à vie, mais pendant 5 ans avec des antiglaucomateux, ça altère aussi leur surface, ils développent un syndrome sec, ils sont quand même beaucoup moins confortables. Donc voilà comment on peut évaluer le nerf optique de ce patient et le champ visuel pour savoir s'il développe un glaucome. C'est quand même très embêtant quand il commence à avoir une photocoagulation rétinienne complète et déjà des déficits en fibres qu'on ne sait pas attribuer à l'hypertonie ou à la photocoagulation rétinienne. Donc ça, c'était une autre petite étude qui complète les résultats aussi rapportés par Audrey Giocanti, qui dit que finalement, pour les patients, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est leur pronostic visuel. Ça, on est tous les deux d'accord, Laurent, je pense. L'important, c'est la fréquence des visites. On a vu que les anti-VEGF peuvent faire aussi bien et aussi, même peut-être mieux que le dex implant. Et les effets indésirables, ça, je pense que je vous ai expliqué que les anti-VEGF faisaient mieux. Donc, anti-VEGF en première ligne, oui. C'est efficace. Après une phase d'induction, finalement, on peut passer assez rapidement à 12 semaines avec les nouveaux anti-VEGF. Les complications de la rétinopathie diabétique sont contrôlées. Donc, recommandé en cas de RDP et d'ischémie de rubéose ou de fluoride. Il n'y a pas de morbidité induite versus le dex implant.
Il faut bien prendre en compte le nerf optique. Et puis, les patients, ils ne voient jamais le bâtonnet avec les anti-VEGF. Merci.